C'est un réel plaisir de vous retrouver sur Medi 1 pour ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Au Sénégal, l'Union nationale des associations de commerçants, opérateurs et investisseurs du pays, l'UNACOIS-SAL, a organisé une rencontre avec la presse nationale et internationale pour faire le point sur l'augmentation des prix des denrées de première nécessité, sur le rapport général des assises de l'économie tenu le 21 mai dernier, sur l'embargo du Mali et ses impacts négatifs, et enfin, pour lancer un appel aux hommes politiques sénégalais en vue des législatives du 31 juillet prochain. Pour parler de l'importance de cette rencontre, nous sommes avec Monsieur Alla Dieng, directeur exécutif du bureau national de l'UNACOIS-SAL. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci, c'est un plaisir partagé. Je pense que à la fin de nos échanges, vos téléspectateurs en sauront davantage par rapport à la situation que nous vivons au Sénégal. D'accord. Monsieur Dieng, pour commencer, quelle analyse faites-vous du climat social et économique en ce moment au Sénégal, surtout face à la flambée des prix des denrées de première nécessité? C'est un constat général que nous avons fait, autant nous en tant que commerçants distributeurs, mais aussi les consommateurs sénégalais qui sont pratiquement plus de 16 millions. Et le constat est dû à quelque chose, puisque nous pouvons les résumer en deux sortes de facteurs. Il y a des facteurs endogènes, il y a des facteurs exogènes. Les facteurs endogènes concernent pratiquement par rapport à la marche de l'État, ce qui se passe à l'intérieur du pays. Nous pouvons citer, par exemple, le Sénégal fait partie des pays en voie de développement, mais surtout des pays qui ne vivent que d'impôts. Donc l'État a obligation par rapport au trésor, chaque fois qu'il y a un produit ou bien un service, l'impôt est prévu et l'impôt collecté annuellement va servir pour alimenter le budget national en tenant compte aussi des appuis des étrangers. Ça, c'est un facteur endogène. Il y a des facteurs exogènes, par exemple, les effets néfastes de la pandémie. Certes, les cas sont moins graves, mais ils existent toujours. Et les effets néfastes continuent toujours, en tout cas, d'affecter notre économie, autant les consommateurs que même les distributeurs, les commerçants, les industriels. Justement, en tant qu'organisation regroupant des commerçants, opérateurs économiques et investisseurs sénégalais, comment vivez-vous cette situation? Une situation très difficile. Et il y avait un réel espoir quand la pandémie a démarré il y a 2 ans. Nous avons été conviés à plusieurs rencontres, en tout cas, de l'État, où l'État appelle le secteur privé, où l'État discute avec, je peux même dire, les industriels. Et c'était quoi? C'est d'abord que l'État soit soutenu, que les populations soient soutenues. Et l'UNACOIS-SAL avait participé même à un téléthon organisé pour soutenir l'État. Et ce jour-là, pratiquement, chaque organisation avait donné minimum 10 millions. Nous avions participé. Et ça, c'était pratiquement mais au niveau des départements où puisque nous avons des bureaux partout au Sénégal, dans les 14 régions du département, ces bureaux départementaux même avaient participé à soutenir le préfet de la localité pour qu'il y ait des distributions de gel, des distributions de masques, pour qu'il y ait aussi, disons, une orientation, des informations à partager par rapport à la pandémie. Mais ce qui était plus grave, c'est que les affaires ont été affectées par la pandémie. Quelles sont les répercussions actuelles de la subite flambée des prix des denrées de première nécessité sur les populations et particulièrement sur le panier des ménages? Non, je veux dire que c'est une situation, je peux même dire intenable, en tout cas une situation difficile. Et ce n'est pas la peine de revenir sur les facteurs parce que j'avais dit endogènes et exogènes, mais pour les facteurs exogènes, c'est pratiquement cette pandémie, ses effets néfastes, mais aussi la situation avec le Mali, on va revenir là-dessus. Alors comment inverser cette tendance haussière selon l'UNACOIS-SAL? Non, c'est-à-dire la tendance haussière ne dépend pas de nous, donc c'est des facteurs qu'on ne maîtrise pas. Vous avez des recommandations? Oui, je donne un exemple. Par rapport à ce qui se passe à 6500 km de Dakar, c'est la guerre, c'est déclaré, en tout cas effectif déjà, entre la Russie et l'Ukraine. Pourquoi ça nous rattrape, il y a une influence indirecte, c'est quoi? Toutes les transactions commerciales internationales se font par le dollar. Si la guerre continue, le baril du dollar va continuer à monter, et le baril du pétrole, le coût du baril du pétrole va continuer à monter, et le coût du dollar avec.
Mais en même temps, il y a l'euro qui flanche. Et si l'euro flanche, c'est avec le CFA. Alors, si le cours du dollar se maintient, toutes les transactions internationales des importations se font par l'intermédiaire de cette monnaie. Vous voyez ce que ça va donner. Les prix flambent. Et là, c'est hors de notre portée. C'est des choses que nous ne maîtrisons pas. La situation internationale est versatile. Nous souhaitons que la guerre s'estompe dans les meilleurs délais, mais en attendant, les populations vont continuer à souffrir. Et nous avec. C'est-à-dire, en tant qu'homme d'affaires, moi, je peux me donner mon exemple. Par exemple, je suis en contact avec des fournisseurs brésiliens pour le sucre. Mes fournisseurs sont à Londres, mais la banque qui travaille avec moi, c'est une banque dubaïenne, une banque sénégalaise. Mais tout ce qu'on avait l'habitude d'importer en termes de denrées et d'huile, par exemple, mais les prix ont pratiquement triplé, en tout cas doublé et plus. Et il y a un autre facteur. Par exemple, le Sénégal ne produit pas assez. Donc on est obligé toujours d'importer certaines denrées. Mais le plus cocasse, en tout cas le plus alarmant, c'est que même les conteneurs qui contiennent les marchandises pour venir au Sénégal en quittant les lieux de production, ces conteneurs n'appartiennent ni aux fournisseurs ni aux compagnies maritimes. Ça appartient à d'autres structures spécialisées qui ne font que ça. Et ces structures même sont monopolisées par les hommes d'affaires américains et chinois pratiquement dans le monde. Les coûts de location sont exorbitants actuellement. Donc tout ça, contribue à la flambée des prix des denrées de première nécessité. Le transport, l'assurance, la logistique, ça vient, on dédouane, puisque l'État aussi, certes l'État avait un peu subventionné récemment, il y a un mois, par rapport au riz, au sucre et à l'huile, mais ça ne peut pas perdurer. Ou bien si ça perdure, l'État n'a pas les moyens de supporter ça. Nous sommes un État en voie de développement. Et l'État renonce à certaines taxes pour que les consommateurs accèdent à certaines denrées. Bon, si c'était pour un moment donné, c'est bon, mais il y a une incertitude puisqu'on ne peut pas savoir quand cette guerre va s'arrêter. D'accord. Intéressons-nous maintenant à l'embargo que subit actuellement le Mali, où un pouvoir militaire de transition dirige le pays. Quels sont les impacts de cet embargo pour le commerce dans la région ouest africaine et particulièrement pour le Sénégal ? Je ne peux pas entrer dans les détails en termes de géostratégie, géopolitique, pour dire un régime qui a été renversé, il y a un coup d'État, un autre coup d'État. Vous voyez, les problèmes avec la France, tout ça, ça nous affecte indirectement. Mais l'embargo, c'est les 15 chefs d'État de la CEDEAO qui l'ont décidé. Je peux me dire 14 parce que le Mali n'en fait pas partie. Mais la CEDEAO est née au moment où Macky Sall même était un jeune élève ou étudiant. Assimi Goïta n'était pas né ou bien était un jeune. Donc, ces deux présidents ont trouvé les traités de la CEDEAO qui ont été menés par Senghor, les Modibo Keïta et autres. Ils sont obligés de l'appliquer et ils sont contre les coups d'État. Les coups de force, je peux l'appeler, ça peut être entre guillemets, parce que si le peuple malien est d'accord avec ça, ça ne nous dérange pas. En tout cas, c'est un coup de force et c'est ça qui a imposé les sanctions. Mais les sanctions, on pouvait dire une semaine, 15 jours, un mois, vous voyez. Mais maintenant, ça perdure. Nous avons des membres, surtout la gente féminine, qui avaient l'habitude de travailler au niveau de la sous-région par l'intermédiaire de foires, des marchés du Sénégal qu'elle amène là-bas et retourne avec. Même hier, en notre conférence, elles étaient présentes. Ça continue d'affecter les acteurs, ou bien je dis les actrices de l'économie informelle. Parce que de part et d'autre de la frontière, il y a des gens qui ne vivent que de ça, de ce petit commerce. Heureusement, on a dit que peut-être les denrées ne sont pas concernées, mais la logistique, les matériaux de construction, les textiles, tout ça, c'est bloqué. Il y a plus de plus de 600 camions qui ne peuvent pas passer. Avec l'approche de la fête de la Tabaski, nous nous demandons, solennellement, et c'était un appel qu'on a lancé, lors de leur rencontre du 3 juillet prochain, qu'ils enlèvent l'embargo. Ne serait-ce que maintenant trouver, parce que les militaires sont revenus à de meilleurs sentiments. Ils avaient demandé une transition de 6 ans, c'était inconcevable. Mais maintenant, ils sont à 24 mois, donc 2 ans. Il faut qu'ils acceptent ça et que, voilà. Parlons maintenant du rapport général des assises de l'économie qui a été adopté le 21 mai 2022. Quelles recommandations étaient issues de ces rencontres ? C'est un point que vous avez abordé lors de votre conférence de presse. C'était une rencontre inédite d'abord. D'abord, c'était un week-end.
après avoir, le vendredi qui précède, on a prié, on a fait des séances de prière à l'endroit de nos membres disparus, il y en a beaucoup, mais le lendemain, samedi, c'est toute une matinée dans un hôtel de la place et que ça a été ouvert par Madame le ministre du Commerce. Et c'est avec en présence de partenaires, mais surtout avec des sommités du monde économique sénégalais. Le docteur Chérif Salissi, le docteur Fallou Sam, qui est conseiller spécial du président de la République, et aussi le docteur Momar Gassama. Pourquoi? D'abord, échange, mais surtout introspection. Et aussi, faire le constat que nous venons de développer. C'est quoi? On importe trop. Comment la tendance peut être renversée? Produire davantage, produire sénégalais, accompagner la promotion du consommé sénégalais, donc changement de mentalité, transformer ces produits, on diminue les importations. Et même dans nos constats, dans nos conclusions, on sait que c'est ça qui a même poussé les 54 chefs d'État africains à mettre en place la ZLECAf, c'est que nous avons un marché continental, 1,2 milliard, où en tout cas les 54 pays africains y trouveront leur compte dans le domaine de la promotion de leurs produits, mais aussi que chaque pays soit prêt. Le Sénégal, s'il n'est pas prêt, si le produit sénégalais n'est pas prêt pour aller à l'aventure, en tout cas en offensive, en dehors de nos frontières, nous serons assaillis par d'autres produits. Le produit kenyan, le produit marocain ou le produit nigérien. Vous voyez. Donc, le constat général, en tout cas lors de nos conclusions, c'est que les autorités mettent en place cette politique hardie pour la promotion des produits locaux avec les moyens adéquats, mais aussi qu'ils soient accompagnés par des acteurs comme nous pour produire, transformer et distribuer au lieu de continuer à importer. Merci Monsieur Alla Dieng pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes le directeur exécutif du Bureau national de l'Union nationale des associations de commerçants, opérateurs et investisseurs du Sénégal. Merci. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Medi 1.